Brestois, Brestoises, les temps sont sombres actuellement sur la ville de Brest. Bienvenue pour ce 52e épisode de Brest On Air, et si vous souhaitez sortir optimiste d'un podcast, il vaut mieux partir écouter le podcast avec Julien Maumont qu'on a fait il y a une dizaine de jours. Là ce sera plutôt bien, mais depuis tout va mal. Tout va mal, que ce soit à Brest, que ce soit en France, c'est n'importe quoi, le monde part à volo et la France avec. On récupère néanmoins Fanche cette semaine, après d'ailleurs une semaine sans podcast, on s'excuse d'ailleurs de ne pas avoir pu débriefer la défaite une de plus, on va dire, à Nantes, mais on récupère Fanche qui est de retour avec nous, qui n'était pas avec Julien Maumont et avec Yann pour ce podcast. Donc Fanche, le moral n'est pas bon, on l'a senti directement dans l'avant-podcast, le moral n'est pas bon. Non, le moral Stade Brestois en tout cas, le moral Stade Brestois n'est pas bon, et même très mauvais, je vais dire. Mais ça reste dans ce que je pense depuis le début de saison, donc c'est normal. Et Yann, comment vas-tu ? Très bien, je viens de placer toutes mes économies sur l'arrêt de la Ligue 1, donc on va voir comment ça va se passer. Côté à combien ? Une dizaine. Très bien. Alors on teste aussi un petit nouveau logiciel pour enregistrer le podcast. On espère que le son sera un peu mieux et un peu plus constant, surtout. Et on teste aussi une nouvelle formule de podcast, puisqu'on a vu que les podcasts format court qu'on faisait au niveau des recrues, alors évidemment il y a l'effet recrue, mais je pense que le format court est plus adapté peut-être à votre écoute, et donc on va essayer de faire des épisodes peut-être un peu plus réguliers, mais plus court. Donc on a décidé de couper en deux le podcast, avec donc premièrement donc le débrief du match du week-end dernier, et dans un autre podcast donc qui sera le 52 bis entre guillemets, les news et l'interview d'en face. On a décidé de peut-être arrêter, ou en tout cas faire moins de présentations, parce que on connaissait pas les groupes quand on faisait ces présentations. Ça nous laisse le temps de connaître un peu les groupes. Je pense que le passage le plus intéressant de cette présentation est surtout l'interview d'en face, puisque ça vous donne un peu une idée, au-delà des joueurs, de l'état d'esprit des supporters d'en face et de leur équipe, de leur classement, de leur performance. Et donc on a décidé de couper en deux. On espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas, on reviendra à cette petite heure de podcast, mais on va essayer de faire plutôt 2 fois 25 ou une demi-heure et 20 minutes plutôt qu'une grosse heure. Et on espère que ça vous plaira. On va commencer directement par désormais la seule partie de ce podcast, avec donc le débrief de Stade Brestois Racing Club de Strasbourg. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Ou au niveau de la télévision, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Alors Brest-Strasbourg, défaite 3-0 du Stade Brestois, avec au niveau des compos, alors pas de surprise des deux côtés. Il y avait un petit doute au niveau de peut-être trois postes clés, on va y revenir, peut-être d'ailleurs d'entrée, avec donc la titularisation de Christophe Herrel en défense centrale, un peu Aïe. on y reviendra, celle de Christian Batocchio qui faisait donc son retour au poste de milieu de terrain, une nouvelle expérimentation de Olivier Dalloglio après Paul Lannes et Hugo Magnetti à Nantes. C'est donc Christian Batocchio qui a pris la place à côté de Haris Belkebla, et Jérémy Ledoiron qui retrouvait sa place de titulaire après un intermède très moyen de Romain Philippotto à Nantes. Déjà petit point compo, messieurs. Alors c'est plus facile de le dire après le match évidemment, mais j'imagine que vous n'étiez pas tout à fait satisfait de ce que Olivier Dalloglio avait pu proposer lors de cette composition d'équipe quand celle-ci est tombée. On a senti des mous qui apparaissaient sur les visages brestois. Oui, si tu veux que je commence, Yann, effectivement, c'est plus facile à dire toujours après, évidemment, si on avait gagné, on n'aurait pas tenu le même discours. C'est plus facile à dire après, mais on sent qu'en tout cas, Olivier Dalloglio se cherche complètement et n'a pas trouvé d'équipe type. C'est d'ailleurs ce que je remettais un petit peu en cause la saison dernière, un manque de
de cohérence globale au niveau des 11 alignés, notamment sur la défense. Je parlais beaucoup de la défense l'année dernière où il alignait jamais 2 défenses identiques. Là, cette fois-ci, c'est au milieu de terrain et depuis le départ d'Ibrahima Diallo qui n'a pas été remplacé et je pense qu'on risque de s'en mordre les doigts au moins jusqu'au mercato d'hiver. Là, il faudra agir, c'est obligatoire. Il tâtonne au milieu. Je trouve en ce sens que c'était très étonnant de ne pas faire de match amical pendant la trêve internationale, justement pour peut-être pas refaire des automatismes au milieu de terrain, que ce soit entre Batokyo, Belkebla, Batokyo, Elan, Belkebla, Elan, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a Magnetti qui a joué à Nantes qui n'avait pas été convaincant. Cette fois-ci, c'est Batokyo qui n'a pas été convaincant non plus du tout, à mon sens. Une composition très étonnante. Et sur le plan offensif, je me permets juste de dire également, voilà, Jérémy Le Doiron, encore une fois titulaire. Je suis d'accord pour dire qu'il ne manque pas d'envie de combativité, et certainement dans l'esprit, mais simplement que la Ligue 1, c'est pas être gentil, c'est être efficace et être bon. Et en l'occurrence, ce n'est ni l'un ni l'autre son cas dans aucune des situations. De mon côté, je vais contredire Fanch juste sur un mot. Fanch a dit que c'était une compo étonnante. Et au final, non. Pour moi, c'est une compo décevante, mais pas étonnante. Je reviendrai dessus. Il y a eu une interview d'Olivier Deglio au Telegram juste 2-3 jours avant le match qui est assez claire et à mon sens assez inquiétante. On savait que Brendan Chardonnay n'aurait pas sa chance. On savait que Jérémy Le Doiron serait de retour, que Franco Nora et Irving Cardona joueraient le moins possible. Donc c'est malheureusement pas une surprise, mais oui, je te rejoins, c'est très décevant. Le milieu qui se cherche, c'est inattendu, parce que moi je pensais qu'on était assez bien fournis, visiblement non. Mais voilà, c'était décevant, pas étonnant. C'était une véritable opposition de style entre les deux équipes, avec une équipe de Strasbourg qui était voilà dans un 5-3-2 très dense, athlétique, regroupée dans sa moitié de terrain, et une équipe un peu plus joueuse, un peu plus technique en tout cas sur le papier, et voilà qui essaie un peu de se découvrir davantage. Et ça a rapidement tourné à l'avantage des Strasbourgeois. Alors voilà, le début de match était assez prudent de la part des deux équipes, j'ai trouvé. Il y avait moins d'allant peut-être un peu côté brestois, moins de fluidité dans le jeu, moins d'inversement de joueurs. Il y a Romain Fèvre est resté côté droit, Jérémy Le Doiron est resté côté gauche. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'enthousiasme habituel qu'on a pu voir à Francis Leblay depuis le début de l'ère d'Aloglio, même depuis Jean-Marc Furlan, depuis que le Stade brestois joue au foot, entre guillemets. Il me semble que c'est Rulio qui l'évoquait, je suis pas sûr, mais il y a une comparaison qui fait très mal, c'est effectivement cette défaite 3-0, et ce dès l'entame de match, et la défaite contre Valenciennes, je crois que c'était 5-2 ou quelque chose comme ça, où il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas énormément d'envie, et ça c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai pas vu énormément de solidarité. J'ai pas vu les joueurs s'encourager, j'ai pas vu les joueurs venir s'entraider quand on avait un en galère. C'est peut-être ça le point le plus inquiétant à ressortir de ce match-là, c'est que la mentalité n'a pas l'air très bonne. Oui, je rejoins totalement Yann, je trouve que notre équipe manque complètement de caractère. Et j'avais l'impression de voir un petit peu des enfants jouer contre Strasbourg, qui n'est pas forcément une équipe excellente d'ailleurs, hein. Techniquement, il y a beaucoup de lacunes, c'est surtout une équipe dont le jeu est basé sur le physique et un jeu très direct finalement vers Ajorc et Diallo, mais qui a fonctionné, hein. Donc bon, on va pas commencer à critiquer le jeu d'une équipe qui nous a mis 3-0 en marchant. Je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction, et voilà... Peut-être qu'on devrait voir un peu plus des joueurs se parler entre eux, peut-être un petit peu plus de tension, d'énervement. Là, on a l'impression que le navire a un petit peu sombré et que finalement, sans que ça n'émeuve personne. Voilà, le match s'est terminé à 3-0. Bon, on est rentré au vestiaire, la tête basse, c'est vrai, mais j'ai pas vu de réaction. Vraiment, est-ce qu'on a eu une occasion dans ce match finalement de vibrer ou de marquer un but? Même pas. Sur 90 minutes à domicile contre une équipe qui était dans les 3 derniers, pour moi, c'est inquiétant. D'autant plus, surtout que c'est pas un acte isolé entre guillemets, dans le sens où on a encore pris 3 buts, c'est au moins la 4e ou 5e fois cette saison. Et là, on va s'attaquer à Rennes, Lille dans les 15 jours qui viennent, si jamais le foot continue. Il y a de quoi être un petit peu inquiet. Alors, je sais que je suis pessimiste de nature, mais vous conviendrez que la situation n'est pas forcément réjouissante à l'heure actuelle. Là où je te rejoins sur l'idée de non-adaptation, de non-réaction, c'est que même sur le plan technique et tactique, on regarde le match d'un Bellegarde, on a vu après 5 minutes de jeu comment il allait jouer. Pendant 90 minutes, le mec s'est baladé. Il a fait ce qu'il voulait, c'est lui qui a orienté le jeu. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match avec peut-être Habib Diallo. Et à aucun moment, on a donné même ne serait-ce que l'impression de vouloir essayer de bloquer ce joueur.
ça a été très inquiétant. Même tactiquement, on a eu l'impression qu'on n'avait pas de solution et que de toute façon, on n'allait pas la chercher. Est-ce que c'est pas une équipe qui manque de leader aussi? Après, on va pas mettre le fait que du manque d'absence de leader sur le départ d'Ibrahima Diallo, parce que je pense pas que c'en était un, enfin sur le terrain peut-être, mais en tout cas pas par la voix et pas par la personnalité. Ça avait l'air d'être un garçon plutôt discret, mais je trouve que, et ça c'est pareil, je le disais depuis l'année dernière, alors j'ai pas forcément raison, c'est un avis perso. Je trouve que ça manque de caractère dans cette équipe et les nouveaux arrivants. Donc quand tu viens de débarquer dans une équipe, c'est très difficile de prendre ce rôle-là, et les anciens. Comme Faussurier par exemple, qui pourrait remplir ce rôle-là, ne le font pas du tout, peut-être par manque d'envie ou parce que c'est pas son caractère. Et je trouve que lorsqu'on est monté de Ligue 2 en Ligue 1, on avait une équipe avec beaucoup plus de caractère, avec des joueurs comme Quentin Bernard, avec des joueurs qui, même s'ils avaient des lacunes évidemment techniques, etc., apporter quelque chose dans l'état d'esprit à l'équipe. Et je pense qu'on est monté aussi avec un état d'esprit qui était irréprochable. Et en Ligue 1, cet état d'esprit est d'autant plus important pour se maintenir, surtout qu'on n'a pas les qualités nécessaires. Quentin parle souvent d'un manque de talent. On n'a pas forcément les qualités nécessaires pour s'en sortir uniquement par le jeu. C'est bien de vouloir jouer, c'est la cerise sur le gâteau pour moi, mais ça ne doit pas être la base. Et je pense qu'Olivier Dalloglio se trompe de combat là actuellement. Je suis particulièrement d'accord avec ce que vous dites sur le caractère, le manque de leader. Ça se voit surtout dans les... quand le ballon n'est pas en jeu, en fait. Je trouve. Alors moi, je vais vous raconter un peu mon histoire, puisque je n'ai donc pas vu le match en direct, puisque j'étais à Pen Hélène pour le match GU19. Alors ça s'est pas particulièrement bien passé pour eux, mais du coup, j'entendais un peu ce qui se passait au niveau de la réaction du public, puisqu'on entendait quelques hectomètres un peu plus bas Pen Hélène de Francis Lebet. Donc voilà, on avait un peu une idée de ce qui se passait. Et j'ai surtout regardé un peu les commentaires après le match où c'était vraiment les commentaires étaient particulièrement négatifs par rapport à la prestation brestoise. Et j'ai regardé le match ce matin, donc ce mardi matin. Alors pour le coup, je m'attendais à pire. Je ne sais pas trop à quoi je m'attendais, mais je m'attendais un peu à pire. Et je trouve que en fait, on a joué le jeu un peu comme le match contre Angers l'année dernière. On a joué vraiment on est entré dans le match des Strasbourgeois. C'est vrai qu'il y avait un manque d'envie, mais je vous ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas l'impression que les joueurs ont lâché le coach en tout cas, particulièrement au niveau des réactions après les 2 premiers buts strasbourgeois. Pour moi, c'est les deux vrais temps forts brestois sont après les 2 buts strasbourgeois, ce qui est assez paradoxal. Il a fallu que, surtout le deuxième, où c'est je crois qu'il y a Charbonnier qui fait deux occasions. Je parlais d'occasion tout à l'heure, il y a deux têtes dans la surface. Ouais, il y a une tête, oui, je suis d'accord, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, Strasbourg avait vraiment tout compris à ce qu'on voulait faire. Ils ont pas nécessairement bloqué les côtés, mais ils ont bloqué l'axe pour nous forcer à aller sur les côtés, pour nous forcer à centrer. Et avec des Simakans ils ont vraiment trois mecs gigantesques dans la surface. Pour le coup, c'était vraiment difficile de trouver des joueurs brestois libres. Et c'est vrai que même le début de seconde période, j'ai trouvé assez intéressant. Et le problème, c'est vraiment les erreurs individuelles à chaque fois que le Strasbourg arrive ou même n'importe quel adversaire depuis le début de saison, mais se procure une demi-occasion, ça se termine en but. Et il y a quelque chose de très très frustrant à voir ça parce que c'est injouable en fait. T'as l'impression de démarrer le match avec 2 buts de retard par rapport à l'adversaire, qu'il faut marquer 4 buts pour gagner un match, c'est vraiment impossible. Et là-dessus, je vous rejoins totalement sur le manque de caractère. Pour moi, notamment en défense centrale, je pense que Herel et Duverne ils sont pas 2 joueurs similaires, mais ils sont 2 caractères similaires pour moi, qui sont, alors je vais pas dire nonchalants, mais qui sont un peu trop faciles dans leur façon de jouer, pardon. Et c'est vrai que après voilà, il y a l'évidence. Moi, je suis pas pro ou anti quelqu'un, mais c'est vrai que quand on continue de prendre trois buts à tous les matchs, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut changer. Et pour le coup, si on a besoin de caractère, il y a un joueur qui voilà, on voit très bien de qui je veux parler en défense centrale. Pour moi, Brendan Chardonnay, il coche pas mal de cases sur lesquelles Brest a des besoins actuellement, et on l'a vu contre Monaco. Voilà, pour le coup, c'était une victoire pleine de caractère. C'était pas joli, mais voilà, il y avait du caractère dans cette équipe. Et pour moi, un joueur comme Chardonnay qui a de l'impact dans le vestiaire. Je parlais de Quentin Bernard tout à l'heure. Voilà, il n'était pas impressionnant sur le terrain,
mais c'est vrai que dans le vestiaire, c'était unanime pour dire qu'il était assez important. Et un joueur comme Chardonnay, même s'il n'est pas considéré comme un taulier véritablement sur le terrain, pour moi ça allait dans le vestiaire, et la volonté de le prolonger, pour moi elle passe avant tout par ça. Et pour moi voilà, c'est l'évidence, ce serait vraiment de le voir démarrer titulaire. Et encore une fois, moi je suis pas vraiment anti-RL, mais c'est vrai que à chaque fois qu'il joue, il fait pas des mauvais matchs, mais il y a toujours une ou deux erreurs individuelles qui font que ça gâche pas mal de sa performance, alors que dans les duels, il est plutôt correct, il gère plutôt bien la profondeur, il est assez rapide, il est grand, donc mais voilà, il y a toujours une ou deux erreurs qui font que voilà, ça met un peu sa prestation est toujours assez brouillonne finalement. Et après, je pense que les problèmes défensifs ne sont pas à mettre uniquement à l'actif de la défense centrale non plus, parce que c'est un petit peu trop simple. Je pense que c'est un problème général de collectif, hein, finalement. Parce que voilà, tu peux pas prendre 3 buts à chaque match comme ça part du gardien jusqu'à l'attaquant. Et pour moi, voilà, il y a des comportements sur le terrain qui font qu'une fois que le ballon est perdu, maintenant peut-être voilà, que les joueurs baissent un peu plus vite les bras, font un petit peu moins les efforts de replacement. Lorsqu'on encaisse le premier but, on se démobilise un petit peu, manque de solidarité dans l'équipe. Et à ce titre, je ne trouve pas qu'il existe de véritable, je dirais pas union sacrée, parce que c'est peut-être un peu fort, mais de cohésion de groupe, comme on pouvait voir à l'époque de Furlan, lorsqu'il y avait un but, ou voilà, on se souvient du match à Auxerre, où par exemple l'équipe avait été directement voir Furlan après le but de Faussurier, je crois. On sentait vraiment une cohésion globale de groupe. Ça n'a pas l'air d'être le cas cette année, ou alors sans parler évidemment de clan ou quoi, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, on peut pas le deviner, mais il ne ressort pas de cet effectif quelque chose de fort. En tout cas, on a l'impression que c'est une somme d'individualités ou des petits groupes, des petits binômes, des choses comme ça, mais pas un 11 ou un effectif Stade Brestois tout concentré vers le même objectif qu'est le maintien en tout cas. Et je pense que ça joue beaucoup dans les prestations, et notamment sur la solidité de l'équipe, parce qu'on est la plus mauvaise défense du championnat, je crois, en n'ayant pas forcément joué les cadors offensifs que sont le PSG, le LOSC, Rennes. Donc pour moi, je vais encore me répéter, mais c'est inquiétant dans cette dimension-là. Et en plus, on arrive de moins en moins à se procurer des occasions, que ce soit à Nantes ou là, face à Strasbourg, c'était quand même assez maigre devant. Rebondir sur ce que tu disais au niveau des erreurs collectives. Selon toi, là, le problème est plutôt collectif au niveau des défensifs. Mais moi, je suis pas trop d'accord, dans le sens où s'il était collectif, je pense qu'on concéderait beaucoup plus d'occasions. C'est-à-dire qu'il y aurait, un peu comme Nantes. Tu vois, Nantes, pour le coup, je trouve que là, vraiment, il y avait un problème général, collectif, où on se faisait dépasser à droite, à gauche, dans l'axe. Mais là, contre Strasbourg, et plus généralement contre Angers, par exemple, et depuis le début de saison, de manière générale, je trouve que on concède pas beaucoup d'occasions par rapport au nombre de buts qu'on prend. Alors c'est particulier. Encore plus grave, alors. Ouais, bah oui, voilà, c'est encore plus grave. Et ça me fait dire que il y a toujours une erreur de concentration, une erreur à un point. Et pour moi, les erreurs sont avant tout individuelles plutôt que collectives. Et quelle est la solution du coup ? Qu'est-ce que vous mettriez en place, vous, pour... Parce que voilà, de notre place, c'est facile de critiquer, de dire que c'est pas bien, de pointer du doigt les erreurs. Mais si on était à la place d'Olivier Dalloglio, si vous étiez à la place d'Olivier Dalloglio, qu'est-ce que vous mettriez en place pour justement enrayer cette série en tout cas déjà de buts encaissés, parce que ça fait vraiment beaucoup. Est-ce qu'on a les armes nécessaires depuis le départ d'Ibrahima Diallo ? Parce que déjà, avec lui, on a encaissé aussi. Hein, faut pas dire de conneries, très précisément. On a encaissé 18 buts cette année. C'est colossal, hein, vraiment. 18 buts sur 8 matchs, mais il y a 2 matchs où on n'a pas pris de but, donc ça fait 18 buts sur 6 matchs, donc 3 buts par match, quand on a encaissé en ayant joué Nantes, Nîmes, Strasbourg, Lorient et Dijon, c'est-à-dire les... Angers aussi. Et Angers. Bah ouais, mais Nantes, Nîmes, Strasbourg, Dijon et Lorient, c'est les 6 derniers en fait. Pas brillant. Yann, est-ce que tu as une idée sur la question que pose Fanche ? Déjà, effectivement, moi je rejoins plutôt le constat de Quentin sur la performance individuelle. Je pense qu'il est urgent, notamment, qu'on retrouve un Rizzi Belkebla à son niveau. Je l'ai pas trouvé mauvais, moi, pour le coup. Je l'ai pas trouvé mauvais dans l'implication individuelle, mais tactiquement, c'est le bordel. Il y a c'est vrai que
c'est vrai, voilà, c'est vrai qu'il court beaucoup plus maintenant, qu'il doit courir beaucoup plus maintenant que son binôme est parti. Oui, bien sûr, c'est un temps d'adaptation, hein, c'est évident, on a toujours dit que c'était une paire. Mais aussi, après, il y a un moment, c'est malheureux, hein, je sais, moi-même, je déteste devoir dire ça, mais il faut se rappeler qu'on n'est que Brest, que l'objectif, ça reste le maintien. Et il y a un moment, il faut peut-être revoir un peu les ambitions à la baisse. C'est ce que Dalloglio avait fait l'an dernier face à Rennes. On était reparti avec un 0-0 très convaincant sur le plan défensif. On avait accepté de subir plus, on avait joué plus bas, on avait peut-être pris moins de risques. Avec Brendan Il faut Chardonnay d'ailleurs. avec Brendan Chardonnay. Je dis ça, voilà, totalement au hasard, évidemment. Mais je pense qu'il faut repartir de là parce que, mine de rien, au-delà du fait que défensivement il y a des erreurs, dans la tête, je pense que ça commence à jouer. L'interview d'après-match de Christophe Herrel, tout de suite après le match, on le sent dépité et presque déjà perdu. Donc il faudra 2-3 bons matchs défensifs pour pouvoir remettre tout le monde dedans dans la tête. Et surtout, là, c'est mon inquiétude plus générale, c'est qu'il faut arriver à concerner tout le monde. Là, je vais en parler, c'est l'interview d'Olivier Dalloglio, donc dans le Telegram, il y a 2-3 jours. Il y a des propos qui sont assez inquiétants, que ce soit sur Julien Faussurier ou même Brendan Chardonnay, et évidemment l'éternelle question Cardona-Honora. On sent que certains joueurs ne sont pas concernés, ou en tout cas que l'entraîneur ne les sent pas concernés. Et comme l'a dit Fanch, sans que tout le monde s'y mette, on ne pourra pas y arriver. Pour le coup, moi, je militerais peut-être pour un changement de système, mais pour ça, il faudrait que Gaëtan Charbonnier passe sur le banc. Alors peut-être actuellement, il n'est pas dans sa meilleure forme, mais généralement, quand le Stade Brestois ne va pas bien, Gaëtan Charbonnier ne va pas bien. Peut-être c'est dû à l'inverse. Hein. Peut-être que quand Gaëtan Charbonnier ne performe pas à son niveau, c'est tout, et sûrement même le cas, toute l'équipe est un peu moins bonne. Mais pour moi, déjà, si le problème est individuel, il faut changer 2-3 joueurs. Idéalement, il faudrait que Ronald Pierre Gabriel s'achète une condition physique, parce que pour moi, c'est nécessaire d'avoir un arrière droit un peu meilleur que celui qu'on a actuellement, malheureusement, hein, parce je pense qu'on a tous des affinités avec Julien Faussurier et que c'est pas quelqu'un qui nous laisse indifférent de par son passé au Stade Brestois et ce qu'il a pu apporter au club depuis 5 ans maintenant, il me semble. Mais c'est vrai que Julien Faussurier en Ligue 1, c'est pas possible. Ça ne l'est plus en tout cas. Et moi, je passerai avec un milieu à 3 avec Mbok en point de basse pour apporter un peu plus de stabilité, un vrai mec qui reste devant la défense, quoi. Parce que par exemple sur le premier but strasbourgeois, j'ai posté une petite capture d'écran sur Twitter. Et c'est vrai qu'on a Belkebla qui, c'est juste après une frappe de Belkebla, donc lui il est au niveau des 30 mètres. Et Batokyo est à gauche, je sais pas ce qu'il fait là, mais du coup il y a plus personne dans l'axe. Et là il faudrait vraiment quelqu'un qui puisse faire l'essuie-glace entre la droite, la gauche, et vraiment apporte une sorte de troisième défenseur central, mais qui joue un peu plus haut, quoi, comme Diallo pouvait le faire à certains moments. Et effectivement devant Mbok, il faudrait mettre, en tout cas je le mettrais, Belkebla et Romain Fèvre, qui pour moi est meilleur dans l'axe, qui peut se balader un peu à droite à gauche. En première mi-temps, il a été très cantonné sur un rôle d'ailier qui touchait trop la ligne de touche. Alors pour le coup, il obtient un demi-penalty en tant qu'ailier, mais c'est vrai qu'en deuxième période, il est rentré plus dans l'axe, on l'a plus vu. Et pour moi, c'est son poste. Alors je dis pas qu'il restera là toute la saison, hein, mais voilà. Pour moi, c'est un joueur d'axe, qu'il arrive de la gauche, qu'il arrive de la droite, mais pour moi, sa place, c'est voilà, si on fait un terrain et qu'on enlève 10 mètres à droite et à gauche, pour moi, voilà, il est là, il se balade un peu partout, il va où il veut, il peut redescendre chercher le ballon s'il veut, peu importe, mais c'est le meilleur joueur du Stade Brestois depuis le début de saison, offensivement en tout cas. Ça l'a été encore une fois contre Strasbourg, et pour moi il faut lui donner les clés du jeu, et pour moi ça se passera bien si c'est le cas. Après voilà, sur les côtés, peu importe, hein, mais pour moi au milieu de terrain déjà il faut commencer par peut-être changer et apporter un peu plus de stabilité, et derrière changer les individus, parce que ça ne marche pas actuellement, et que je sais plus qui disait ça, hein, évidemment, mais un très grand penseur. Mais si on continue à faire les mêmes choses pour attendre d'autres résultats, ça ne marchera pas. Et justement, là, ce que j'aime beaucoup dans ta solution, c'est que si un jour Romain Fèvre est en difficulté,
bah, on a Gaëtan Charbonnier sur le banc. C'est-à-dire que c'est peut-être ça, au final, le problème dans le système actuel, c'est qu'on a 2 joueurs qui ont un peu le même style et un peu les mêmes difficultés à défendre. Peut-être qu'il y a une incompatibilité entre les deux. C'est dommage parce qu'on voit qu'ils combinent très bien ensemble. Mais oui, je te rejoins sur l'idée qu'il faut commencer par le milieu avant peut-être d'aller chercher directement derrière. Ou alors, Belkebla reste dans le système actuel, Belkebla reste devant la défense et il arrête de partir un peu à droite et à gauche. Ça, c'est vrai que c'est un peu, pour le coup, avec Diallo, c'était bien parce que Diallo restait dans cette position axiale dans le rond central. Mais là, c'est vrai que Belkebla a tendance à continuer à s'éparpiller un peu à droite et à gauche. On sait pas, voilà, si c'est les consignes, c'est pas de sa faute. Mais là, avec Batokyo, c'est vraiment plus possible parce que Batokyo n'a pas les qualités athlétiques qu'avait, en tout cas qu'a Ibrahima Diallo pour notamment pour couper les contre-attaques. Et là, bah voilà, dès qu'il y a un ballon perdu, c'est un peu panique à bord. Mais encore une fois, on ne concède pas trop d'occasions. Donc voilà, c'est un problème à la fois, et je vais me contredire par rapport à tout à l'heure, mais c'est un problème, je dirais, 80% individuel et 20% collectif, où c'est vrai que idéalement, il faudrait couper les actions qui amènent des buts un peu plus haut sur le terrain plutôt que les attendre dans la surface, quoi. Mais au final, dans l'idée, il faudrait tout simplement faire la même chose que Strasbourg, parce que c'est exactement ce qu'ils ont réussi. Ils ont très bien occupé les 20 mètres devant leur but, et au final, on a beaucoup mis en avant leur trio défensif de grand Dadé, mais le trio au milieu avec Bellegarde, Sissoko et je me souviens plus qui était le Aoulou. dernier, Aoulou, ils ont gratté un nombre de ballons incroyable, ils Oui, ont mais on n'a pas fermé les les mêmes espaces. joueurs. On n'a pas ces joueurs-là justement pour faire ça. C'est ça. On a une équipe de nains. On n'a aucun physique et même par rapport à Strasbourg, je disais quand tu voyais Mounier, il faisait petit et chétif sur les corners à côté de Simakan, Djikou, Sissoko. Donc je pense que Strasbourg a une équipe très physique qui va jouer un jeu un peu stéréotypé jusqu'à la fin de la saison et va parvenir à se maintenir comme ça. Nous, je sais pas si notre salut va devoir passer par le jeu, mais en tout cas, on est mal barré. Là, il passera pas par le physique. Bah non, ça on sait déjà de base. Donc voilà, mais le souci c'est que comme on met tout en avant que notre système de jeu est justement porté vers le jeu avec le ballon, un jeu plutôt offensif, et comme on se fait percer 3-4 fois par match et qu'on n'arrive pas à marquer, est-ce qu'on va réussir à trouver une solution, un plan B, si je puis dire, pour se sauver? J'en doute à l'heure actuelle parce que je ne vois pas comment, moi, j'ai posé la question tout à l'heure, mais moi, j'ai pas la réponse non plus. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire. Alors, peut-être que ça passe par une organisation tactique, un nouvel état d'esprit, mais déjà peut-être aussi faire jouer les joueurs à leur poste et faire jouer les joueurs qui l'année dernière étaient très bons, comme Irving Cardona. Je me souviens tout le monde se souvient de sa saison, sa demi-saison l'année dernière avec 6 ou 7 buts marqués. Je pense qu'il ferait du bien offensivement par sa vitesse, par sa spontanéité. Il faudrait le remettre un petit peu, lui remettre la tête à l'endroit en l'alignant. C'est pas en rentrant à 3-0 contre Brest pour les 10 dernières minutes que ça va. Voilà, je pense qu'il rentre en étant un peu démotivé. Il a eu le ballon, il a tiré très fort, de très loin. Il voulait un peu jouer tout seul. Pareil, Honora, c'est un joueur qu'on a recruté très cher. Je vois pas ce qu'il peut apporter à cette équipe. Franchement, là, je suis un peu perplexe. Je ne veux pas tomber dans le pessimisme non plus ambiant. Il y a de la qualité dans cette équipe. On l'a réussi à avoir sur certaines phases de jeu dans certains matchs. On a fait des matchs plutôt contre Lorient, c'était bien. À Dijon, c'était bien. Contre Monaco, il y a eu une certaine solidité. Donc tout n'est pas à jeter. Néanmoins, on est dans une dynamique qui est plutôt mauvaise là. Et c'est vraiment très dommage parce qu'on a gâché finalement les petites choses intéressantes qu'on a pu entrevoir au début de saison. Et que là, on va arriver à la trêve internationale si on perd à Rennes. La trêve, c'est directement après Rennes, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On risque d'enchaîner avec une 3e défaite de rang. Et attention aux conséquences. Lille, je sais plus quand c'était. C'est Lille et Saint-Etienne, il me semble. D'accord. Oui, c'est Lille et Saint-Etienne après, ouais. Il ne va pas s'affaiblir sur ces prochaines semaines. Et notamment sur ce match à Rennes. Alors là, on en parlera, en tout cas Yann, tu en parleras un peu plus longtemps avec Romain de Radio Roison. Mais c'est vrai qu'on a peut-être une chance, c'est que Rennes n'arrête pas de jouer. Même s'ils font beaucoup tourner. Ils font se reposer quelques joueurs. Nzonzi jouera pas à Séville. Kamavinga non plus, puisqu'il n'est pas dans le groupe. Mais c'est vrai que c'est peut-être une chance de jouer Rennes à un moment où la Ligue des Champions commence à battre son plein. Je pense que ta conclusion est plutôt cohérente, Fanche. C'est-à-dire que voilà, la forme n'est clairement pas encourageante.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus péril dans la demeure actuellement, en tout cas, avec même si Reims a gagné, même si Strasbourg évidemment a gagné, il n'y a pas non plus de quoi paniquer outre mesure actuellement, en tout cas, puisque Brest a quelques... Oui, tout à fait. Pour l'instant, mais après, c'est pas... Voilà, on n'a que 9 points. Je sais pas. La réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de dans un mois, par exemple. Je n'ai pas comparé à l'année dernière, mais je pense que l'année dernière, on devait avoir plus de points à la même période. On arrive au mois de novembre, 9 points, ça fait un peu short. Ça fait un peu short et j'ai du mal à voir quelles équipes nous sont inférieures, en fait. Dijon. Oui, Dijon. Tout le monde est d'accord là-dessus. Peut-être juste aller parce que faut pas être trop dans la névrose. Je vais quand même saluer encore une fois Romain Perrault. Je crois que c'est le cas toutes les semaines. Mais oui, voilà, c'est peut-être le seul élément positif que j'ai ressorti du match contre Strasbourg, ce qui m'inquiète parce que j'ai tendance à être assez positif généralement. Et là, c'est compliqué. Moi, Romain Fèvre, évidemment, aussi. Mais c'est vrai que Romain Perrault, outre ses qualités footballistiques, pour le coup, est un vrai joueur de caractère. Et que s'il y avait peut-être 11 Romain Perrault, alors peut-être pas 11, mais 3 ou 4, on va dire, ça se passerait peut-être un peu mieux actuellement. S'il y avait 11 Romain Perrault, ça manquerait un peu de taille. Et de pied droit. Ouais, non, mais... c'est vrai que son pied droit est pas dégueulasse pour un gaucher. Et le risque, c'est de voir devant... Perrault, il fait énormément d'efforts, il est dans l'esprit. Mais justement, c'est de le voir aussi un petit peu peut-être perdre la motivation au regard des autres qui font pas forcément tout ce qu'il faut. Et si des joueurs comme ça commencent à lâcher, bon, c'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait être vraiment dommage. Après, pareil, juste pour conclure, on posait la question du caractère. Le choix du capitaine aussi, c'est peut-être un détail, mais mettre Jean-Kévin Duverne capitaine, pourquoi en fait? C'est Julien Momont qui en parlait dans le podcast que vous avez enregistré avec lui, il était un petit peu surpris. Jamais, j'ai regardé un peu Duverne pendant le match, jamais il a agi en tant que capitaine lorsque l'équipe prenait un peu l'eau. Et avec Irel, bon, t'avais l'impression que les deux, voilà, c'était un peu la fatalité, quoi. Bien vivement le prochain match. Ou pas. Oui, ou pas, ouais, ça dépend. Mais on peut aussi bien, on sera surpris à Rennes. Mais personnellement, je pense que je vais continuer à miser contre Brest sur la rouste pour gagner. Parce que là, je suis 12e, mais il faut que je continue à miser. Bien, puisses-tu ne pas avoir raison? J'espère pas. Mais bon, je pense que n'importe qui observe un petit peu Rennes, un petit peu Brest en ce moment. Mais plus d'argent sur Rennes que sur Brest. Mais le football étant ce qu'il est, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Et c'est un derby, évidemment. Dans un contexte particulier, quand même. Sur ce, messieurs, merci d'avoir passé cette petite demi-heure, cette grosse demi-heure même, avec moi, Fanch et Yann. Et on va vous donner rendez-vous dans quelques heures, quelques jours, pour donc la présentation de ce match contre Rennes avec Romain de Radio Roazhon. On espère que ce nouveau format vous a plu. On espère être toujours aussi pertinent, ou en tout cas, ou même un peu plus, si c'est possible, hein, évidemment, puisque la pertinence est évidemment le mot-clé de Brestonner. Et bon match non pas si vous y allez, parce que malheureusement, vous ne pouvez pas y aller, mais bon week-end, bon match devant votre écran, et malgré tout, allez Brest. Kenavo. Allez Brest, salut. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.